Bienvenue, alors nous sommes toujours le lundi 21 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes. Dans la partie qu'il consacre à Platon, nous en étions au chapitre 4, le problème éthique, qui parle un petit peu de la République. Et la vidéo précédente se terminait euh, la sur la tirade de Trasimaque à propos de la justice. Donc je continue ma lecture et j'en profite pour préciser ma philosophie que vous pouvez trouver sur mécaniqueuniverselle.net, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, son ultime perfection. Je vous renvoie à cette lecture si ça vous intéresse. Donc je recommence un petit peu avant ma lecture, car ceux qui blâment l'injustice le font non par crainte de commettre l'injustice, mais par peur de la subir, dit donc Trasimaque. Un peu avant, il dit « J'affirme que la justice n'est pas autre chose que l'avantage du plus fort. » Voilà. Et donc, pour continuer, cette doctrine est en somme celle que l'on associe de nos jours, avec plus ou moins de raison, au nom de Nietzsche. En vérité, dit Zarathustra, j'ai souri plus d'une fois en voyant des avortons qui se croyaient bons parce que leurs mains étaient débiles. Stirner a exprimé l'idée en deux mots. Pleine main de puissance vaut mieux que plein sac de droit. Alors, voilà, ça c'était valable, et ça l'est encore très certainement, sous un certain angle. Bien sûr que c'est une des réalités. Le droit ne couvre pas forcément toutes les injustices. La loi du plus fort règne dans la politique, dans la vie, dans pas mal d'endroits, d'une manière peut-être de plus en plus dissimulée, ou qui utilise les moyens démocratiques et les moyens législatifs pour rester dans le cadre de la loi et continuer à abuser leurs congénères. Les puissants, tout en restant dans le cadre de la loi, transgressent finalement la loi morale qui empêche d'abuser les plus faibles, tout en restant dans la légalité. Alors, c'est une réalité, bien sûr. On pourrait rester là-dessus et dire, voilà, c'est comme ça, donc on peut continuer, il faut continuer à être comme ça. Il faut prendre ça comme loi. Et heureusement que l'humanité, justement, ne s'est pas pliée à ces demandes des sophistes ou de Nietzsche. Et qu'elle conteste ce système, même s'il est imparfait, même s'il continue à abuser, même si les dominants continuent à imposer leur volonté sur les dominés et en retirent donc des satisfactions. Ce n'est pas pour ça qu'il faut utiliser ce comportement primaire pour le réinstituer comme une norme morale ou même une norme légale. Le fait d'utiliser plutôt la morale, le moraliste, Platon, Socrate, qui place l'idéal de la justice dans notre horizon, à notre horizon, nous oblige à évoluer vers cet idéal. Et donc c'est ce qui fait que nous évoluons vers l'idéal. Et ça me permet de préciser quelque chose que j'ai écrit sur la mécanique universelle. Progressivement, le droit remplace la morale. L'humanité, l'évolution de l'humanité, c'est l'évolution du droit. Au départ, c'était des tabous. Au départ, selon moi, c'était les interdits déjà présents
dans la nature, lorsque nous étions des primates naturels. Nos interdits, qui étaient les mêmes que ceux des primates, de nos frères primates, euh, par exemple, un interdit qui fait que, c'est un interdit instinctif qui fait que le dominant, lorsque le dominé fait acte de soumission et lui tend le cou, par exemple, ne va pas le maltraiter, arrête toute velléité, alors qu'il pourrait lui faire du mal, le torturer, etc. Voilà, être. Donc, c'est une sorte de morale instinctive pour moi. C'est notre origine de la morale. Alors, cette morale instinctive et la morale qui prohibe chez l'inceste, qui, même si on dit que c'est par économie d'énergie, que pour être plus efficace, le dominant ne maltraite pas, etc. Et qu'il y a, je ne sais pas, un instinct qui empêche, un système qui empêche, par exemple, l'inceste, etc. Bon, voilà, il y a des règles comme ça, ou l'affection qui fait que la fille d'un chimpanzé de sa mère va pas maltraiter sa mère parce qu'il y a des liens familiaux qui sont établis. Ces liens sont instinctifs. Ils ont été transformés. Si on prend par exemple les grandes lois apportées par le judaïsme à l'humanité, tu ne maltraiteras pas, tu respecteras ton père, ta mère, etc. Ça vient, pour moi, de ces règles, de ces instincts moraux, de cet instinct moral en lieu déjà chez les animaux. Bon, pour faire court, ça vous le retrouvez sur la mécanique universelle. Donc il y a la morale instinctive qui est déjà présente dans la nature, qui devient qui deviennent des tabous, des interdits au niveau tribal, etc., qui évoluent progressivement en règles, en lois religieuses. Voilà, les tables de la loi, etc., les grandes bases de la loi, qui se transforment progressivement en interdits laïques, la punition, l'interdiction le meurtre, tu es puni, voilà, etc. Si tu tues, etc. Ça découle de nos règles religieuses, de ces grandes règles religieuses, etc. Et progressivement, la morale religieuse, toutes les règles morales religieuses, progressivement sont en train de passer dans le laïque. On est en train de ramener le religieux vers sa vocation première, qui est de s'occuper de la relation avec le divin. Et donc, on lui enlève progressivement la morale en la transformant en loi et en interdit. C'est notre code pénal qui évolue tout le temps, ce code pénal. Mais nous sommes dans un moment un peu de no man's land. La morale religieuse s'éteint et la loi n'est pas encore assez forte pour interdire à l'homme de maltraiter ses congénères de façon parfaite. Et donc, l'idéal, ça aurait été que la morale continue de soutenir l'évolution des lois laïques et qu'elles soient encore là, etc. C'est pas ce qui se passe. Ça se passe, mais on n'est pas dans une évolution consciente. On n'a pas compris encore. On n'a pas encore pris conscience de l'évolution. Donc l'humain n'a pas pu dire bon, il faut quand même préserver de la morale. Que le religieux se mette avec le laïque au lieu de se taper dessus, qui se mettent avec le laïque en disant bon voilà, vous avez un peu besoin de nous, on ne va pas
on ne va pas reprendre le pouvoir sur le laïc, c'est les lois laïques qui doivent chapeauter l'humanité, mais vous avez besoin de nous et on peut vous être utile. Donc utilisez-nous pour aider l'humanité à évoluer de mieux en mieux. Cette morale, elle existe dans l'humanité. Il y a pas, on ne va pas se leurrer. La majorité humaine fonctionne encore sur la morale, sur les morales religieuses, spirituelles. Voilà. Mais il y a ce danger. Voilà. S'il n'y a pas l'interdit moral, s'il n'y a pas l'oppression du divin, le principe du divin, l'homme peut, en transgressant, faire vraiment ce qu'il veut. Et à ce moment-là, s'il n'a pas de morale, il peut vraiment tomber, s'il n'a plus de morale, si sa morale a été étouffée par l'évolution, il peut devenir cruel. Voilà, il peut, soit parce qu'il n'a pas peur des lois des lois laïques, soit parce qu'il arrive à les transgresser. C'est le cas, par exemple, de ce qui s'est passé dans les dernières décennies, où les États, certains États, ont ramené la torture, alors que c'est quelque chose des États démocratiques qui est interdit, et grâce à leur perversion, c'est des pervers narcissiques qui ont réussi cette performance-là, ils ont délocalisé la torture, ils se sont débrouillés pour dire que ça, c'était pas de la torture, voilà, d'arriver à faire admettre à nouveau la torture, tout simplement parce qu'ils n'ont plus de lien, ceux-là, même s'ils se réclament du christianisme, ils n'ont plus aucun lien avec le spirituel. À ce moment-là, ils utilisent le spirituel que comme un sport de combat, c'est tout. Ils sont déconnectés totalement de la spiritualité. Le pervers, le tortionnaire, celui qui pousse à la torture, il est déconnecté du spirituel. Et c'est valable pour les chefs d'État qui ont induit ça des grandes puissances occidentales. Et c'est comme c'était valable pour ceux qui, sous couvert de l'Église, torturaient au XIVe siècle pour faire avouer des choses qui étaient absurdes. Voilà, c'était des pervers, des sadiques qui s'habillaient sous forme de religieux. C'était pas, il ne faut pas se tromper. Il faut voilà, ça n'a rien à voir avec le vrai spirituel. D'ailleurs, ils étaient marginaux quand même. Et même d'ailleurs dans nos démocraties, ceux qui ont ramené la torture, ils sont marginaux, ils existent, même s'ils étaient au sommet du pouvoir, c'était une minorité. L'ensemble de leur peuple était offusqué, c'est simplement parce qu'ils tenaient les médias que rien n'est sorti et que le peuple ne s'est pas révolté. Mais sinon, s'il avait été au courant, si les médias avaient vraiment informé leur peuple, les peuples, ces politiques-là auraient dû faire machine arrière et revenir à interdire complètement la torture. Enfin voilà, sortir de ce truc qui est complètement, qui sera regardé par le futur comme un crime contre l'humanité, tout simplement. Et voilà, et tout ce que je dis, ce sera découvert, ça sera mis au jour dans les décennies qui arrivent, dans plusieurs décennies, ils mettront au jour que c'est parce que le néolibéralisme s'est accaparé des médias, qu'il a réussi à ramener un système torturant
et a ravagé les acquis, enfin tout ce qu'il a fait pendant ces décennies. Mais tout ça, je l'explique sur la mécanique universelle. Alors, en vérité, dit Zarathustra, j'ai souri plus d'une fois en voyant des avortons qui se croyaient bons parce que leurs mains étaient débiles. Bon, Steiner, etc., on continue. Jamais peut-être dans l'histoire de la philosophie, la doctrine n'a été mieux formulée que par Platon lui-même dans un autre de ses dialogues, le Gorgias, 483 avant Jésus-Christ, où le sophiste Calliclès dénonce la morale comme une invention des faibles pour neutraliser la force des puissants. En fait, Nietzsche, il n'a rien inventé, il s'est juste contenté de reprendre ces arguments. Il ne faut pas enlever les qualités de Nietzsche, hein, c'est un poète extraordinaire, etc., etc. Mais il faut aussi le regarder bien en face. Il ressemble tout à fait, malheureusement, à tous les fragiles, les gens faibles, on pourrait dire, qui ont la malchance d'être malades, d'être fragiles, faibles, et ce qui les pousse à vénérer les dominants qui sont insensibles, parce que leur propre sensibilité, c'est pas la faiblesse d'ailleurs qu'il faut dire pour Nietzsche, c'est la sensibilité des hommes hypersensibles qui ont mal de cette sensibilité, que cette sensibilité révulse, donc ils n'aiment pas leur propre sensibilité, et donc ils vont idéaliser ce qu'ils appellent l'aristocrate, voilà, celui qui froidement peut, qui bronche pas un sourcil devant la torture, devant le mal qu'il peut infliger, devant la domination, qui est, voilà, il vénère ces forts, mais qui ne sont pas à vénérer en réalité. Hein. Quand on analyse bien, ces forts-là ne sont pas à vénérer. C'est pas parce qu'ils ont un défaut d'empathie qu'ils ne touchent pas leur empathie, que pour vibrer un tout petit peu, pour toucher un petit peu leur sensibilité, ils doivent torturer des êtres humains, et c'est le seul moment où ils commencent à ressentir quelque chose, qui sont enviables. Ils ne sont absolument pas enviables, bien sûr, ces gens-là. Et donc, l'hypersensibilité d'un Nietzsche fait qu'il va vénérer ces dominants-là. Et en fait, malheureusement, c'est une erreur. C'est pourquoi, par exemple, autour des pervers narcissiques, pour revenir à ce genre de choses, qui sont capables d'humilier les autres en public ou quoi que ce soit, il y a toute une cour autour de ces gens-là tous ces hypersensibles qui vénèrent la force, se mettent en cours autour de ces narcissiques qui sont comme ça capables d'humilier l'autre, d'être dans la dureté. C'est un petit peu ce que j'écris à propos de Picasso. Voilà, la cour qu'il y avait autour de Picasso, ça vaudrait le coup de bien étudier ce genre de choses. Comment ça se passait, pourquoi autour de ces gens-là, de ces narcissiques, il y a toute une cour d'hypersensibles, de névrosés qui n'arrivent pas à, voilà, et qui badent, qui vénèrent ces gens-là. Donc je continue ma lecture, et là c'est donc ce qu'écrit Platon, ce qu'il met dans la bouche de Gorgias. C'est donc en vue d'eux et de leurs intérêts qu'ils établissent les lois et distribuent les éloges et le blâme. Il est honteux et injuste, disent-ils, d'avoir plus que son voisin, et commettre l'injustice, pour eux, ne signifie pas autre chose que chercher à avoir plus que les autres, car ils se contenteraient, je crois, d'avoir une part égale en raison de leur infériorité.
Mais qu'il naisse un homme d'une force de nature assez puissante, entendez le surhomme. Il secouera toutes ses entraves, les brisera et s'en échappera. Il foulera aux pieds nos formules et nos incantations, et nos conjurations, et toutes nos lois contre nature. C'est exactement ce qui s'est passé, malheureusement, avec un Hitler. Il est né, cet homme, d'une force de nature assez puissante qui secoue toutes les entraves, etc. Sauf que, au final, on a vu qu'il s'agissait d'un lâche, puisqu'il n'a même pas accepté de se soumettre à la loi de la défaite et d'être de, de se mettre aux yeux de son peuple devant le jugement, de se faire juger par son peuple. Il a préféré se suicider à ce moment-là. Donc c'est l'inverse de quelqu'un de puissant. En réalité, ce sont même, à mon sens, des impuissants, pas physiques, mais des impuissants au niveau empathique, au niveau sensible, au niveau... Voilà, et c'est souvent des personnes qui ne veulent pas toucher cette sensibilité, et donc qui partent dans ce genre de délire. Pour bien vivre, il faut laisser ses passions se développer à leur maximum, sans en rien élaguer. C'est pourquoi là, le sophiste, ça tient pas la route, les sophistes. Faut pas, voilà, les défenseurs de Nietzsche a des qualités extraordinaires, mais Nietzsche, à ce niveau-là, ça marche pas. Vous pouvez mettre, c'est un monde de surhommes dont il parle, là, de ces surhommes dont il parle, c'est un monde de chaos, de violence, d'ego qui se battraient pour se dominer les uns les autres. Et lorsqu'elles ont acquis leur plus grande croissance, avoir assez de courage et d'intelligence pour les servir et accomplir ce dont à chaque instant se forme en nous le désir. Mais voilà qui est, je crois, impossible au grand nombre. Aussi blâme-t-il par honte les hommes de cette force. Oui, c'est possible que ça soit par honte. C'est possible que le système soit organisé comme ça. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est comme ça que l'humanité écarte de plus en plus ce qu'il appelle des surhommes, qui sont des psychopathes, des pervers, ce qu'on veut, ou des dominants décomplexés. On les écarte de plus en plus pour aller vers les empathiques, les partageurs, les égalitaristes, etc., etc. Pas pour dire qu'il faut réimposer ou imposer l'égalité entre les hommes, mais tout ce système est là, et même les narcissiques, etc., ils sont nécessaires, ils existent, ils sont là, ils ont un rôle dans l'humanité. Tant que nous construisons l'humanité, tant que nous sommes en train de la construire, nous avons besoin de ça encore. Mais dans une courbe descendante. Voilà, ça, ils doivent diminuer de plus en plus. Mais ils sont là et on doit... la façon critique que j'ai d'en parler, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect de ces pathologies. Voilà, moi je défends le faible par rapport au fort, parce que c'est ma façon d'être construit. Et c'est une pathologie de la même manière, évidemment. C'est une hypersensibilité, c'est ce qu'on veut. On peut le voir sous cet angle-là, et peut-être que ça ne serait pas viable un monde qu'avec des hypersensibles, etc. D'ailleurs, je pense que ça ne serait pas viable. Donc il faut bien qu'il y ait tous ces caractères, ils sont importants. Mais voilà, en même temps, il faut qu'on puisse progressivement sortir de cette mécanique du fort qui oppresse le faible. Voilà.
Alors, aussi blâmèrent-ils par honte les hommes de cette force, voulant cacher leurs propre impuissance, et affirment-ils que c'est l'intempérance qui est chose honteuse, pour réduire en servitude les hommes d'une nature supérieure, et parce qu'ils ne peuvent eux-mêmes s'assouvir de volupté. Ils louent la tempérance et la justice par défaut de virilité. On voit à quoi conduit cette lecture non critique de ces sophistes, de Nietzsche, etc., chez un homme politique. C'est une catastrophe. Voilà. Si on a affaire à un homme politique qui croit en tout ça, qui adhère à ça, eh ben, on se retrouve tout de suite avec un système dictatorial. Voilà, avec un système insensible, dur, voilà, qui ne fait pas de quartier, quoi. Voilà. Alors, donc, ce qui est, on reprend, ce Will Durand reprend. C'est là une morale d'esclave, non une morale de héros. Les vertus réelles d'un homme sont le courage et l'intelligence. Non, mais oui, justement, le courage, est-ce que c'est pas celui qui défend le fragile de l'oppression du fort? Est-ce que le héros, c'est pas Robin des Bois qui défend le faible de l'oppression du fort, d'un puissant, du puissant injuste? Peut-être. Alors, donc, et l'intelligence, la phronésie, hein. Donc, sont le courage, les vertus d'un homme sont le courage, Andrea, et l'intelligence, phronésis. Et donc, ça renvoie à Gorgias. Pour Machiavel aussi, la virtu est intelligence et force. Voilà. Alors déjà, c'est remarquable que Socrate, qui était un homme extrêmement courageux, dit-on, dans les combats, dans la guerre, a combattu justement, s'est opposé à ces sophistes et a inventé, a imaginé, a mis en route dans l'humanité l'inverse, la morale qui consiste à défendre justement le faible. Et Platon était de la même acabit. Alors, je continue. Peut-être ce rude immoralisme porte-t-il la marque de l'impérialisme d'Athènes et de son inhumaine politique à l'égard des États plus faibles. Votre empire, disait Périclès, est fondé sur votre propre force plutôt que sur le bon vouloir de vos sujets. Et c'est là où, alors Périclès, voilà une phrase extraordinaire voilà un homme politique, voilà un vrai politique, et donc qui avait compris, donc qui était juste, qui était du côté de la justice. Votre empire est fondé sur votre propre force plutôt que sur le bon vouloir de vos sujets. Donc c'est pas par amour que vos sujets vous aiment, mais par crainte. Et ça ne peut pas fonctionner. Vous n'êtes pas des hommes justes, des hommes bons. Vous êtes des tyrans, et en tyran, oui, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez maintenir un peuple, vous pouvez dominer un moment, etc. Mais ça n'empêche pas que vous êtes des tyrans. Et Thucydide nous montre les députés athéniens contraignant les Méliens à se joindre aux Athéniens dans la guerre contre Sparte. Vous savez comme nous que dans le calcul humain, la justice s'évalue d'après la loi de nature qui s'impose également à tous et que ceux qui sont supérieurs agissent selon leur puissance, tandis que les faibles cèdent à la force. Eh bien, voilà ce que pensait Thucydide. Nous avons là le problème
par excellence de l'éthique, qu'est-ce que la justice? Devons-nous rechercher la rectitude morale ou la puissance? Lequel vaut mieux, être bon ou être fort? Oh là là, c'est fort. Là, je découvre en même temps que vous et je trouve ça vraiment intéressant, tout ce travail de pensée de Socrate. Comment Socrate, ou plutôt Platon, répond-il à cette question? Il ne l'affronte pas tout d'abord. Il montre que la justice est une relation entre individus qui dépend de l'organisation sociale et que, par conséquent, on peut l'étudier plus aisément comme partie de la structure sociale que comme élément de la conduite personnelle. Si nous pouvons discerner la justice dans l'État, où elle est inscrite en plus gros caractères, nous n'aurons plus de peine à la reconnaître dans la forme moins distincte de vertus individuelles. C'est ainsi qu'il faut procéder quand on n'a pas très bonne vue. Platon s'excuse par cette analogie de la digression qu'il entreprend. Mais ne nous y trompons pas, en réalité, tout ce qui précède n'est que préambule. Par une habile transition, Platon nous introduit dans le sujet principal du dialogue. Ce sont les problèmes de restauration sociale et politique, plutôt que les questions de morale individuelle, que le maître veut discuter. Il a en réserve son projet d'état idéal qu'il veut produire. La digression est bien pardonnable puisqu'elle constitue la substance et la valeur même du traité. Voilà, je suis arrivé à la fin du chapitre 4 et nous entamerons le chapitre 5 à la prochaine vidéo. Le problème politique. La justice serait chose simple, dit Platon, si les hommes étaient simples. Un communisme anarchiste suffirait. Voilà pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute et vous engage à m'écrire si vous avez des remarques, des remontrances, des choses à me dire, n'hésitez pas. Je vous remercie. Au revoir.